Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être venus si nombreux. Je ne m'attendais pas pour un sujet technique à autant de monde, un sujet non technique justement. Je remercie d'ailleurs au passage très chaleureusement Sonitech de m'avoir retenu sur ce sujet. Une petite question pour commencer. Vous avez bien dormi? Non? Bon, ceux qui ont répondu non, vous pouvez faire la sieste, je vous y autorise. Je vous en voudrais pas du tout, promis. Pour les autres, un petit avertissement avant de commencer. Je suis un développeur, donc comme la plupart d'entre vous, je suppose, je travaille dans le domaine informatique chez Zenica à Bordeaux. Donc je ne suis ni un médecin spécialiste du sommeil, ni un neuroscientifique. Par contre, tout ce que je vais vous présenter est issu de travaux scientifiques récents, et ça représente à peu près l'état actuel de nos connaissances sur le sommeil. Et au passage, je suis aussi un gros consommateur de sommeil, dès que je peux. Et je m'intéresse depuis un petit moment au sujet. Donc on va déjà commencer par une petite définition rapide du sommeil, qu'on peut définir comme l'absence d'éveil. Voilà, merci. Pour être un peu plus formel, c'est un état physiologique dans lequel on perd un petit peu la notion du monde extérieur et une grande partie de notre tonus musculaire. Nos sens restent quand même en éveil, contrairement à d'autres états, par exemple, comme l'hibernation ou le coma. Il est aussi intéressant de noter, même si ce ne sera pas le sujet du jour, que la plupart des espèces vivantes partagent cet état. Donc on a par exemple les chats, qui sont des très gros consommateurs aussi de sommeil, comme on le sait, mais également les bactéries ou encore les plantes, même si on parle plutôt de repos dans ce cas-là. Mais nous, on va quand même s'intéresser au sommeil chez l'être humain. On va déjà se poser la question du mécanisme qui fait qu'on s'endort. Comme vous voyez, c'est pas toujours facile de résister à l'appel du sommeil, et on va voir effectivement pourquoi. La première chose qui a été faite par un scientifique français au XVIIIe siècle, c'est la découverte qu'on avait tous notre propre rythme interne. Lui, il a fait une expérience sur une plante qui s'appelle le Mimosa pudica, qui, comme son nom l'indique, est une plante pudique. Quand vous touchez ses feuilles, elle les referme. Par contre, comme son nom ne l'indique pas du tout, la fermeture et l'ouverture de ses feuilles suit aussi la trajectoire du soleil. Donc lui, il a eu la bonne idée d'enfermer la plante pendant 24 heures dans une boîte noire. Et ce qu'il a pu constater, c'est que l'ouverture et la fermeture des feuilles suivaient toujours la trajectoire du soleil. Chez l'être humain, c'est dans les années 30 au XXe siècle que deux scientifiques qui ont tout donné pour la science ont décidé de s'enfermer pendant 30 jours dans des caves dans le Kentucky pour être privés complètement de la lumière naturelle. Donc ils ont passé 30 jours dans ces caves. Et à la fin de cette expérience, déjà ils se sont rendus compte qu'ils s'entendaient bien, heureusement. Ils se sont aussi rendus compte qu'ils gardaient un rythme stable, un rythme régulier de 15 heures d'éveil à peu près, 9 heures de sommeil. Et ils ont constaté également que notre rythme interne chez l'être humain était un peu supérieur à 24 heures. Du coup, comme il est un peu supérieur à 24 heures, il faut le synchroniser, un petit peu comme nos ordinateurs. Nous, notre serveur, le serveur principal, c'est la lumière du jour, qui nous permet de nous synchroniser tous les jours. On a également d'autres indices qui nous permettent de nous resynchroniser, par exemple les repas ou la température interne de notre corps, ou encore des interactions sociales régulières que l'on a, qui nous permettent de nous indiquer qu'il est plus ou moins l'heure d'aller se coucher. Du coup, on peut se dire, très bien, on a tous un rythme de 24 heures, donc on devrait tous se coucher à la même heure et se lever à la même heure. Bon, comme souvent, ce n'est pas aussi simple. On a tous un chronotype. On a environ 40% de la population qui serait plutôt lève-tôt, 30% couche tard, et on a entre les deux, on les appelle des Suisses ou des neutres, mais ils préfèrent en général se coucher, veiller un peu plus tard. On oppose donc assez souvent les lève-tôt, les couches tard. Le problème, c'est que déjà, c'est une caractéristique génétique, et en plus, c'est héréditaire. Donc, quelque part, c'est de la faute de vos parents. Si vous êtes un lève-tôt ou un couche tard, mais vous ne le choisissez pas. Par contre, la société n'est pas forcément toujours très adaptée pour vous si vous êtes un couche-tard et donc un lève-tard normalement. Puisque si vous vous réveillez un peu trop tôt par rapport à votre rythme naturel, vous avez certaines zones du cerveau, en particulier le cortex préfrontal, qui est une zone qui englobe plusieurs fonctions comme le raisonnement logique,
ou le contrôle des émotions, qui n'est pas encore réveillée, justement, parce que c'est un peu trop tôt pour elle aussi. Du coup, ça peut expliquer que certains de vos collègues, des fois le matin, sont un peu irritables. Ça, c'est le premier mécanisme. Le second mécanisme qui existe chez l'être humain pour s'endormir, c'est la production d'une molécule qui s'appelle l'adénosine, qui est produite tout au long de la journée par notre cerveau, et qui petit à petit remplit un espèce de sablier. Et quand ce sablier est rempli, on sait que c'est l'heure d'aller se coucher. Intéressons-nous maintenant un petit peu en détail au découpage du sommeil. Chez l'être humain et la plupart des mammifères, on a deux grandes phases en fait, qui sont la phase NREM, appelée comme ça chez les anglo-saxons. En France, on parle plutôt de sommeil lent. Et l'autre grande phase, c'est REM, pour Rapid Eye Movement. C'est pour ça que l'autre est appelé Non-Rapid Eye Movement. Elle est appelée ainsi, cette phase du sommeil, puisqu'en fait nos yeux font des mouvements très rapides sous nos paupières pendant qu'on dort. Donc ça peut être des fois un peu impressionnant, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le constater, si vous dormiez avec quelqu'un. Faites attention qu'il ne se réveille pas au moment où vous l'observez, parce que ça peut lui faire peur un peu. On commence donc déjà par s'endormir, normalement. Ensuite, on passe dans une phase de sommeil léger, puis de sommeil profond. Là, on est dans l'étape du sommeil lent. Et puis, on rebascule ensuite en sommeil paradoxal, en repassant tout le temps par le sommeil léger. On répète généralement ça entre 3 et 6 cycles par nuit, et chaque cycle dure entre 60 et 120 minutes. Là, c'est vraiment variable en fonction de chaque individu. Le sommeil lent, lui, est découpé en 3 stades. Vous avez donc l'endormissement, qui est normalement assez rapide, sauf si vous commencez à penser à votre dernier bug remonté, ou à la dernière fonctionnalité qu'il va falloir que vous implémentiez et qui remet en cause tout votre design. Donc si vous ne pensez pas à tout ça, vous pouvez vous endormir assez rapidement. Vous passez donc en sommeil léger, qui est la phase dans laquelle on passe le plus clair de notre temps, quand on dort. Et enfin, le sommeil profond, dans lequel on passe 25% de notre temps, et qui est le sommeil le plus récupérateur. Donc le sommeil lent, en stade 2 et 3, c'est un moment où notre organisme va éliminer beaucoup de toxines qui sont produites par notre cerveau tout au long de la journée. Donc il est important d'avoir assez de sommeil profond la nuit. On récupère aussi physiquement et on a aussi une grosse étape qui permet de consolider notre mémoire. Tout au long de la journée, par exemple si vous participez à des conférences, vous allez voir des conférences, vous allez apprendre des choses, donc notre mémoire va stocker de nouvelles informations dans notre mémoire vive, l'équivalent de notre mémoire vive, qui est l'hippocampe. La nuit, quand on dort, ce que va faire le cerveau, c'est que lui, il va déplacer ces informations dans notre disque dur, qui est une zone située dans le cortex. Donc si jamais vous ne dormez pas suffisamment, vous vous retrouvez le lendemain matin avec une mémoire vive déjà bien remplie, donc vous ne pourrez pas forcément apprendre de nouvelles informations, et petit à petit, vous allez les perdre. L'autre grande phase du sommeil qui est très importante aussi, c'est le sommeil paradoxal, ou REM. Donc ça n'a pas été appelé REM à cause du groupe de rock, c'est l'inverse. Le groupe de rock s'est appelé ainsi à cause de cette phase. Donc elle est très importante également, cette phase, pour d'autres raisons. C'est dans cette phase que l'on rêve. Donc notre corps, nos muscles sont complètement paralysés, sauf nos yeux, qui font donc des mouvements rapides sous les paupières. Et donc on rêve. C'est Freud qui est l'un des premiers à avoir émis l'hypothèse que les rêves étaient le produit de notre cerveau. Bon, après, pour le reste, concernant l'interprétation, il s'est un petit peu planté, mais il était bien parti quand même. On a en fait longtemps pensé que nos rêves nous servaient à rejouer toutes les situations de notre journée. En fait, ce sont les émotions qu'on a ressenties pendant la journée que l'on rejoue dans des situations différentes. Et ce qui nous permet d'évacuer le stress qu'on a pu avoir ou de se préparer à des situations sociales un petit peu stressantes pour le lendemain. Donc pour notre équilibre psychique, c'est une phase très importante. Il y a une deuxième fonction très importante du sommeil paradoxal qui est la créativité. C'est dans cette phase en fait que notre cerveau va faire de nouvelles connexions synaptiques entre les nouvelles informations qu'il a pu justement stocker dans la phase précédente, la phase de sommeil lent. Et du coup, ça lui permet de trouver éventuellement de nouvelles solutions à de nouveaux problèmes. Ce qui est important aussi de noter sur cette phase-là, c'est qu'il y a pas mal de zones de notre cerveau qui sont complètement inactivées.
alors que d'autres sont réveillés. Et en général, c'est assez localisé, le reste de la journée, les communications dans les différentes zones du cerveau, alors que là, pendant cette phase-là, ça part dans tous les sens. Toutes les zones qui n'ont pas l'habitude de communiquer entre elles communiquent entre elles. Du coup, vous avez plein de nouvelles informations qui ne sont pas forcément liées entre elles, mais qui vont des fois pouvoir produire des solutions non conventionnelles à des problématiques auxquelles vous n'auriez pas pensé la journée, puisque là, votre zone, en particulier le cortex préfrontal, qui est un raisonnement logique, va bloquer ce genre de raisonnement, en disant c'est pas du tout logique, tu peux pas faire ça. Pendant cette phase de sommeil, il n'y a aucune inhibition de ce genre, ce qui explique qu'on peut avoir une grande créativité pendant cette phase-là. Du coup, la question qu'on se pose assez souvent, c'est combien de temps on doit dormir? Aujourd'hui, la communauté scientifique est plutôt d'accord qu'on ne dort pas assez par rapport à ce dont on a besoin. Normalement, pour les adultes, on devrait dormir entre 7 et 9 heures. Donc vous faites le calcul si vous êtes dedans ou pas. La meilleure façon de savoir combien vous avez réellement besoin, vous demandez une semaine de vacances à votre patron, vous vous dites que c'est pour améliorer votre créativité et votre mémoire, pour apprendre plus d'informations. Vous vous couchez tous les soirs naturellement, et vous vous réveillez pareil naturellement sans réveil, et sans enfant si c'est possible. Ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement. On peut se dire, bon c'est pas grave, je ne dors pas assez la semaine, je récupérerai le week-end. On est assez familier avec le terme de dette technique dans l'informatique, donc on peut transposer la même chose au niveau du sommeil. Malheureusement, ça ne marche pas très bien au niveau du sommeil, puisqu'en fait, dès qu'on perd quelques heures de sommeil une nuit, on perd certains effets immédiats, et on ne pourra jamais les récupérer. Donc je ne suis pas trop fan du terme de dette de sommeil, en parlant du sommeil, puisqu'on ne pourra jamais récupérer entièrement tous les effets perdus. Si par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure pour la mémoire, on ne dort pas assez après avoir appris de nouvelles informations, on risque de les perdre complètement. On pourra éventuellement les récupérer plus tard, mais là, ça veut dire qu'il faudra faire le choix encore entre de nouvelles informations. On a la sieste, qui, alors si vous dormez mal, malheureusement pour vous, c'est juste une béquille. Par contre, il y a une petite agence de voyage, ils sont spécialisés dans les voyages dans notre galaxie, qui a développé une grande culture de la sieste. C'est la NASA en fait qui a fait beaucoup d'expériences sur la sieste, beaucoup de tests. Et en se rendant compte que ça améliorait grandement la concentration et la créativité justement, ils ont décidé d'autoriser la sieste pour tout leur personnel. Il y a aussi beaucoup d'artistes qui sont assez connus pour effectivement faire la sieste, mettre par exemple un objet dans leurs mains. Je crois que c'était Dali qui mettait une boule de pétanque dans sa main, qui s'asseyait dans un fauteuil pour faire la sieste. Et il avait un bol en métal en dessous, et quand la boule de pétanque tombait, ça le réveillait. Et du coup, il se mettait à peindre. Il y a aussi des sociétés dans notre secteur, par exemple comme Google, qui autorise aussi la sieste, ayant bien compris l'intérêt pour la productivité de ses employés, mais du coup, in fine, pour la société elle-même. Du coup, bon, on peut se dire, c'est pas grave, il n'y a pas de risque à pas trop dormir. Bon, je ne vais pas trop m'attarder, je ne suis pas là non plus pour vous pourrir votre week-end et que vous soyez déprimé en sortant de ma présentation. La NASA, toujours elle, a fait des expériences qu'on trouve un peu bizarres aujourd'hui dans les années 70. Ils ont soumis des araignées à différentes substances plus ou moins légales pour voir les effets que ça avait, sachant que la caféine est notoirement connue pour justement bloquer le sommeil. Donc on peut voir que les résultats ne sont pas très probants. On a fait un peu les mêmes tests avec des développeurs Java, et ensuite, on leur a demandé d'écrire le FizzBuzz. Ça a donné ça. Ça, c'est qu'une classe, il y en a 50 autres. Pour finir juste sur les risques, il y a deux quand même exemples qui sont assez probants. En France, on a un accident de la route mortel sur 3 qui est dû à la fatigue, ce qui fait que c'est autant que l'alcool. On a aussi la chance de tous participer tous les ans à une expérience scientifique. Donc, la science vous remercie pour votre contribution, puisqu'on change 2 fois par an d'heure, a priori jusqu'en 2021. Et quand on passe de l'heure d'hiver à l'heure d'été, lorsqu'on perd une heure, on constate très nettement une augmentation du nombre d'accidents de voiture ou d'accidents cardiovasculaires. Du coup, comment on fait pour bien dormir? Alors, si vous dormez mal au moins 3 nuits par semaine depuis 3 mois, le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est d'aller voir votre médecin. Sérieusement, c'est le mieux. Par contre, si tout de suite il vous sort une petite pilule magique, changez de médecin aussi. Sérieusement.
Aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle la thérapie cognitive comportementale qui existe, qui est une thérapie assez brève, basée sur la connaissance assez profonde du sujet, donc là le sommeil, et une liste d'actions à faire, à ne pas faire pour le patient. Donc c'est vraiment une thérapie pratique. On ne s'assoit pas sur un divan pour parler pendant des heures et finir par s'endormir, ce qui pourrait peut-être marcher aussi. Mais du coup, c'est aussi une démarche qui se base sur des validations scientifiques. Donc c'est le premier moyen de défense, on va dire, contre les problèmes de sommeil. Pour en revenir juste 5 minutes aux somnifères, il faut savoir qu'il n'y a aucun somnifère actuel sur le marché qui permet d'induire un sommeil naturel. Donc, pour être un peu violent, je pourrais vous foutre un coup de batte de baseball avant de vous endormir. Effectivement, vous dormiriez certainement 8 ou 9 heures, mais je pense que vous vous réveilleriez avec un mal de crâne aussi, mais vous auriez perdu beaucoup des bénéfices du sommeil. Donc la seule règle, s'il y en a une seule que vous devez retenir, qui est aussi la plus chiante, il faut dire ce qui est, c'est de se coucher et de se lever à des heures régulières. Et ça veut dire le week-end aussi. Le café, comme je l'ai dit, c'est notoirement connu pour bloquer le sommeil. En fait, ça fait la caféine, donc ça marche aussi pour le thé. Vous pouvez boire des tisanes par contre. Le caféine bloque en fait les récepteurs de l'adénosine. C'est cette molécule que produit notre corps toute la journée pour indiquer ensuite qu'il faut aller se coucher. Et il faut savoir que la molécule de caféine a une demi-vie de 5 à 7 heures. Donc idéalement, après 14 heures, il faut arrêter le café. L'alcool, c'est pareil. Alors c'est vrai qu'en général, si on boit un petit peu, pas trop bien sûr, on a un sommeil assez rapide, on s'endort assez rapidement. Le problème, c'est que c'est un sommeil de mauvaise qualité. On a tendance à se réveiller, à avoir des phases de réveil très courtes pendant la nuit, qui ne sont pas très bonnes, du coup, qui hachent le sommeil. Au niveau des choses un peu plus positives, forcément, il faut avoir une chambre plongée dans le noir pour dormir, c'est mieux. Il faut éviter les appareils électroniques, nos chers smartphones et tablettes ou laptops. Dans la chambre, c'est mieux d'essayer de les bannir. En particulier, le plus terrible pour le sommeil, c'est la fameuse lumière bleue. On est tous un peu au courant maintenant. C'est une étude qui est sortie récemment. Donc vous pouvez installer des filtres sur vos téléphones ou configurer des filtres, ce qui permet de diminuer un peu les effets, mais idéalement, 2-3 heures avant le sommeil, il faut bannir l'utilisation des appareils électroniques. Une activité physique le soir, c'est pas mal. Bon, pas juste avant de se coucher. Si vous faites du squash juste avant d'aller vous coucher, ça va pas marcher. Et bien sûr, des activités de détente. Alors ça peut être la lecture sur papier ou éventuellement sur les liseuses. Les bains, ça marche pas mal aussi. Les massages. Ou je vous laisse après trouver d'autres activités qui peuvent vous détendre. Pour finir, au niveau de l'informatique, nous, dans tout ça, est-ce qu'on peut faire des choses? Moi, j'ai éventuellement il y a 3 axes. Au niveau de nos applications, justement, sur les smartphones et les tablettes, par défaut, arrêtez de balancer plein de notifications et plutôt passer dans l'autre mode par défaut, que l'utilisateur active à la demande les notifications plutôt que ce soit l'inverse. Moi, à chaque fois que j'installe des applis, ça m'embête à chaque fois d'avoir à repasser pour désactiver toutes les notifications. Ce qui a un côté addictif, effectivement, en particulier les applications des réseaux sociaux, qui sont faites pour vous forcer un petit peu à l'utiliser en permanence. Un autre axe, éventuellement, ce serait, alors là, on va utiliser des appareils électroniques, tout ce qui est bracelet connecté, en lien avec une maison connectée, peut fournir en fait des indicateurs intéressants pour adapter l'environnement de la personne ou des personnes qui vivent dans la maison ou l'appartement, pour que ça les prépare à dormir. Ça peut être baisser la température, baisser la luminosité, etc. C'est des solutions qui vont arriver, je pense aussi, de toute façon, et qui sont intéressantes. Et le dernier axe, éventuellement, ça peut être de quantifier les effets bénéfiques du sommeil, justement. Éventuellement rajouter de la gamification, ça marche pas mal chez les gens, et leur montrer ce que ça leur rapporte. Il y a des sociétés qui ont mis en place ce genre de gamification où les employés ont des primes s'ils dorment suffisamment. Moi, ça me va. Je rentre lundi et je demande ça. J'ai mis tout ça sur un lien GitHub que je vous donnerai si vous êtes intéressé pour aller plus loin. Il y a en particulier le premier ouvrage, en fait, Why We Sleep, qui est d'un neuroscientifique reconnu sur le sommeil et qui travaille aujourd'hui chez Google, justement. Il fait beaucoup d'études sur le sommeil. Et après, d'autres études qui sont intéressantes. Et je vous remercie beaucoup. N'oubliez pas vos feedbacks.
Donc le lien, et je ne sais pas si on a le temps pour les questions, peut-être une.